rébellion et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été libérés. Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue dans le journal de la RPA de ce mercredi 16 avril 2025. Sans tarder, voici les titres. Les cas d'enlèvement continuent à s'observer au Burundi et parmi leurs auteurs figurent les Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui actuellement portent détenus militaires ou policières sans être inquiétés. Il y a carence de médicaments contre la malaria sur les centres de santé de différentes communes de la province de Kayanza. La situation se présente ainsi alors que les malades souffrant de cette pathologie ne cessent d'augmenter. Avec le mini-magazine au cœur de la société, nous vous parlerons de l'état des lieux de l'espace civique au Burundi sous le pouvoir d'Aïchimiye. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page sécurité. Une personne a été enlevée ce dimanche 13 avril dans la commune et province de Muyinga par un groupe d'Imbonerakure, la Ligue des jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. D'après plusieurs témoins, ces ravisseurs agissaient sous l'ordre d'un certain Shabani Nimubona et l'un d'entre eux a été bien reconnu. Ces habitants redoutent que la victime ne soit exécutée, craignant une issue tragique à cet enlèvement. Les circonstances de cet enlèvement avec Hervé Niyuhire. C'était ce dimanche vers 13h dans la ville de Muyinga quand des Imbonerakure, des groupes des Imbonerakure agissant sous les ordres de Shabani Nimubona ont été aperçus. Un d'entre eux a été identifié sous le prénom de Jean-Marie. À leur arrivée, ils se sont jetés sur un homme dont l'identité restait inconnue et l'ont enlevé de force sous les yeux de témoins. Selon notre source à Muyinga. Aux environs de 13 heures, un homme dont l'identité reste inconnue a été retrouvé adossé à un poteau électrique près des magasins d'un commerçant arabe Dino de Badro, situé en face de la BCP. Peu après, des membres des Imbonerakure sont arrivés sur les lieux. Parmi eux, un certain Jean-Marie qui a pu être identifié a échangé quelques mois avec un autre jeune homme dont l'identité reste également inconnue. Ce dernier a alors désigné l'homme du toit. Sans tarder, ils l'ont saisi et embarqué de force sur une moto qui a immédiatement démarré à vive allure. Il s'agit clairement d'un enlèvement et tout porte à croire que la victime n'était pas de cette localité. Selon toujours notre source sur place, les personnes présentes n'ont pas pu intervenir, redoutant pour leur propre sécurité. Néanmoins, elles ont pu percevoir les vêtements que portait la victime au moment de l'enlèvement. L'homme en question n'était ni très petit, ni particulièrement grand. Il portait une chemise à fines rayures noires, ainsi qu'un pantalon en jeans de couleur relativement claire. Il semblait être âgé d'environ 40 ans. Et tout indique qu'il était probablement un visiteur ou un étranger. La scène a profondément choqué les témoins, d'autant plus que les individus impliqués sont connus pour être des criminels notoires. Personne n'a osé intervenir, ni même tenter de les suivre. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre ni Honorable Misago Amédée, administrateur de la commune de Muyinga, ni Shabani Nimubona, responsable des Imbonerakure, afin d'obtenir des éclaircissements sur cet enlèvement. Les actes répréhensibles attribués aux Imbonerakure et en particulier à Shabani Nimubona sont devenus fréquents, notamment des enlèvements de citoyens dont plusieurs demeurent introuvables. Merci Hervé Niyuhire. Et en province de Ruyigi, certains habitants de la commune Kinyinya s'inquiètent de voir que certains Imbonerakure du parti CNDD-FDD circulent en tenue militaire ou policière. Ils craignent que les forfaits commis par ces derniers augmentent en agissant sous couvert de cette tenue, surtout qu'ils sont cités dans plusieurs crimes. Les détails avec Inosa Valentin Singiranghabo.
Ceux qui ont très peur en commune Kinyinya de la province de Ruyigi sont les citoyens n'appartenant pas au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, selon l'un de ces citoyens qui a vu depuis ce samedi les Imbonerakure porter des uniformes policières et militaires. Les citoyens qui en parlent se demandent ensuite si ces jeunes du parti au pouvoir ont rejoint l'armée ou la police selon ce témoignage. Ce qui nous effraie de plus, c'est que ces Imbonerakure qui portent ces uniformes étaient déjà connus dans des actes de violence et des fois ils brutalisaient les Burundais qui revenaient de la Tanzanie. Nous avons peur car ces Imbonerakure pourraient arrêter et malmener les membres des partis d'opposition sous prétexte qu'ils sont chargés de la sécurité. Ce qui effraie ces citoyens, c'est que les infractions que font ces Imbonerakure vont sûrement augmenter. Ils disent que ces Imbonerakure anéantiraient la vie publique sous casquette policière et militaire. Quand tu rencontres ces Imbonerakure, certains portent les uniformes de la police et militaire. On se posait des questions si tel garçon voisin est devenu policier depuis quand. On se demande s'ils ont remplacé la police. À part ces uniformes militaires et policières qu'on a donnés aux Imbonerakure, ils ont également reçu des appareils Motorola pour leur communication. Les citoyens de la commune Kinyinya en province de Ruyigi demandent aux administratifs et les membres influents du CNDD-FDD de voir comment retirer ces vêtements au sein des Imbonerakure. Merci Nossa Valentin Singirangabu. En page politique, il est difficile de croire que des autorités administratives osent dire à des citoyens que toute personne qui sera attrapée en train de traverser la frontière burundo-rwandaise doit être assassinée. C'est du moins la réaction de Léonce Ngendakumana, un politicien membre du parti Sawanya Frodebu, après que certaines autorités de la province de Kirundo aient instruit aux Imbonerakure de tuer toute personne qui osera traverser la frontière burundo-rwandaise. Pour ce politique qui a également fait partie des hauts dirigeants des institutions du pays, la plus grande problématique à laquelle le pays est confronté est ce comportement des autorités qui pourrait conduire le pays au pire. Suivez Léonce Ngendakumana. Je ne crois pas un seul instant que dans un pays où nous avons des institutions, nous avons un pouvoir, dans un pays où nous avons des lois et règlements, qu'il y ait une personne, quel qu'il soit, encore moins un responsable administratif à tous les niveaux, qui peut oser prononcer officiellement et publiquement un discours comme celui-là qui appelle les populations à s'entretuer et qui resterait dans son poste. Impossible. Si tel est le cas, c'est-à-dire que le Burundi a un grand problème, a un sérieux problème, au-delà des élections, au-delà de tout autre problème qu'on peut évoquer, le Burundi aurait un sérieux problème. Alors, ceux qui ont désigné un tel responsable devraient très rapidement mener des enquêtes. S'ils trouvent que ce gouverneur a effectivement prononcé ce discours, le mettre hors d'état de nuire très rapidement, très rapidement. Sinon, il risque de créer une situation ingérable et dans la province et dans le pays. Parce que les autres gouverneurs peuvent limiter s'il n'est pas sanctionné. C'est très clair. Le politique Léonce Ngendakumana propose que la solution à cette tension soit l'organisation des discussions entre le Burundi et le Rwanda pour le bien des citoyens de ces deux pays. Alors concernant cet aspect de tension entre nos deux pays, c'est à cause effectivement de mauvaises relations entre le Rwanda et le Burundi, du contexte de l'environnement politico-sécuritaire entre le Burundi et le Rwanda, qui serait à la base de tout cela, de ces réflexes, que je qualifie d'irréfléchis, appeler les gens à s'entretuer. Ça ne devrait pas être un réflexe d'un dirigeant. Donc, nous proposons que, nous l'avons déjà fait, c'est une question de renforcement, de consolidation, nous proposons que le règlement de ce différend passe à travers les voies politiques et diplomatiques que les voies militaires. Les solutions militaires, on les a vécues, ça renforce plutôt les souffrances des pays
ça renforce les souffrances des populations. Ce sont des voix à des conseillers que nos dirigeants n'y pensent même plus. C'était Léonce Ngendakumana, membre du parti politique Sawanya Frodebu. Après une courte pause, nous continuons avec la page Droits de l'homme. RPA. La gouvernance du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, façonne en profondeur les lois et les institutions du Burundi. Derrière les réformes, une même logique: renforcer le contrôle du pouvoir au prix des libertés fondamentales du peuple. Inès Gakiza nous parle de l'évaluation de l'arsenal juridique, évaluation d'un expert en droits humains. Un vent de verrouillage souffle sur les institutions burundaises depuis 20 ans. Sous l'impulsion du CNDD-FDD, la gouvernance du pays s'est traduite par un durcissement des textes législatifs et une restriction progressive des libertés fondamentales. La volonté du pouvoir CNDD-FDD de renforcer son contrôle s'est clairement reflétée dans la Constitution, les lois et les décrets promulgués surtout depuis la crise de 2015, une crise qui a marqué un point de bascule vers un autoritarisme assumé ouvertement et un régime de terreur. Selon Jeune Nindorera, nombre de ces textes trouvent leur véritable justification dans la volonté du régime de durcir les règles, d'accroître ses capacités de répression et de limiter les droits des citoyens, en particulier ceux des opposants, des militants de la société civile et des journalistes. Cette orientation va à l'encontre des engagements internationaux du Burundi. Parmi les textes modifiés dans cette logique figure la Constitution. La révision constitutionnelle de 2018 a marqué une rupture nette avec l'esprit des accords d'Arusha de 2000 et de Dar es Salaam de 2003. La nouvelle loi fondamentale s'éloigne des principes de paix et de réconciliation qui avaient guidé la Constitution de 2005. Le Code pénal, autre pilier du dispositif législatif, illustre l'écart croissant entre la loi et son application sur terrain. La notion d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État a été élargie de façon préoccupante, notamment depuis la crise du troisième mandat en 2015. Des accusations abusives permettent d'arrêter de poursuivre des citoyens pour des faits qui relèvent d'autres infractions moins sévèrement punies. La loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature de janvier 2021 fragilise l'indépendance de la justice, pourtant inscrite dans la Constitution. Ce Conseil, présidé par le chef de l'État, peut intervenir à tout moment dans les affaires judiciaires, remettant en cause la séparation des pouvoirs. La validation de cette loi par la Cour constitutionnelle illustre l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. En 20 ans du régime CNDD-FDD, le code électoral a été modifié à 5 reprises, la dernière fois le 5 juin 2024. Ces réformes sont dénoncées par les acteurs politiques qui y voient une stratégie d'exclusion et de verrouillage du jeu politique. Entre autres illustrations tirées du code actuellement en vigueur, le délai d'attente d'au moins une année imposé aux politiciens exclus de son pouvoir avant de se présenter comme candidat indépendant et la hausse des cautions exigées pour les candidats atteignant 100 millions de francs burundais pour la présidentielle, ce qui constitue un obstacle financier injustifié à l'éligibilité. Enfin, la loi sur la presse a été modifiée à 4 reprises au cours de ces 20 ans que le CNDD-FDD passe déjà au pouvoir. La version promulguée le 12 juillet 2024 dépénalise partiellement les délits de presse, mais cette avancée reste fragile, souligne l'expert Jeune Nindorera. Dans la pratique, les faits peuvent être requalifiés et poursuivis sous d'autres chefs d'accusation, maintenant la pression sur les journalistes et les citoyens. Demain, nous reviendrons sur les raisons qui, selon les analystes, expliquent cette gestion du pouvoir par le CNDD-FDD, souvent menée au détriment des droits et libertés du peuple burundais. Inès Gakiza, à présent parlons santé. Il s'observe une carence de médicaments propres à la malaria sur les centres de santé de différentes communes de la province de Kayanza. Les malades qui fréquentent les centres de santé publics dans cette province s'inquiètent du manque de médicaments antipaludiques sur ces structures sanitaires. La situation se présente ainsi alors que les malades souffrant de cette pathologie sont en grand nombre dans ces structures sanitaires. Dani Claire Ilatkoumva nous présente la situation.
Dans les centres de santé publics situés dans les communes de Gatara, Butaganzwa, Rango, Kabarore et Gahombo, les malades font savoir qu'on ne leur donne pas le traitement du malaria en cas d'entête et de dépistage positif de cette maladie. Notre source indique que les infirmiers prescrivent des médicaments seulement et le patient, lui, s'arrange pour les trouver à la pharmacie. Les médicaments qu'on nous a donnés, notamment comme la quinine, sont aujourd'hui introuvables. On achète de simples médicaments, comme le paracétamol, pour calmer la maladie, mais elle ne guérit pas. Comme ces médicaments, on ne les trouve pas souvent dans les centres de santé publics. On te donne une ordonnance et tu vas les chercher dans les pharmacies ou dans les structures sanitaires privées. La source fait savoir que ces malades de paludisme font face à ce problème au moment où les cas de personnes souffrant de la malaria sont à hausse depuis la fin de l'année dernière. Les cas de paludisme sont très nombreux dans plusieurs communes. Partout où je suis passé, les centres de santé sont pleins de patients. Ils vont se faire soigner du paludisme. Ils sont nombreux, même à la maison. Les centres de santé où s'observent plusieurs personnes souffrant de la malaria sont le centre de santé de Kibuye, situé de la commune Kayanza, celui de Muramvya en commune Gatara, le centre de Kayanza et Buraniro de la commune Butaganzwa, appartenant aux sœurs. C'est là où j'ai vu plusieurs personnes qui souffraient de la malaria. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Pascal Nyonzima, directeur provincial de la santé à Kayanza, pour qu'il s'exprime là-dessus. Merci Dani-Claire Hiratkoumva. Le personnel du ministère de la Santé ayant participé dans la campagne de la vaccination contre la rougeole en mairie de Bujumbura demande que leur rémunération leur soit versée. Selon ce personnel, cela fait à peu près une année qu'ils attendent en vain leur dû, ce qui a semé le désespoir au sein de tous les concernés. Walter Quizera nous en dit plus à propos des réclamations de ce personnel médical. Des employés du ministère de la Santé affirment que la campagne de vaccination contre la rougeole s'est tenue au mois de juin 2024. Cette campagne avait été lancée par la première dame. Malheureusement, jusqu'à ce jour, aucun d'eux n'a reçu la rémunération qui leur était due, comme en témoigne l'un d'eux. Moi, je suis l'un des participants à la campagne de vaccination contre la rougeole. Cette campagne a débuté le 13 juin 2024 et s'est clôturée le 19 juin 2024. C'est la première dame qui a lancé cette campagne. Cependant, depuis la clôture de celle-ci, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas reçu notre per diem. Nous nous attendons toujours, mais en vain. Ces employés précisent également que la campagne a duré 7 jours et que chaque participant devait percevoir un per diem de 20 000 francs burundais par jour. Durant la campagne de la rougeole, nous avons travaillé pendant 7 jours, du 13 juin au 19 juin 2024. Chaque jour, chacun d'entre nous devait recevoir 20 000 francs burundais. Cela signifie que chaque participant devait percevoir un total de 140 000 francs. Mécontents, ils réclament le versement de leur per diem, d'autant plus qu'ils ont dû prendre en charge eux-mêmes leurs frais de transport et autres besoins pendant toute la durée de la campagne. Nous avons régulièrement réclamé, mais à chaque fois, on nous répond que le ministère de la Santé n'a pas encore débloqué notre argent. Nous demandons donc au ministère de la Santé ainsi qu'à la première dame de nous accorder notre per diem, car nous avons dû nous prendre en charge pour le transport et notre ration journalière durant la campagne en espérant recevoir notre argent. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a bougé. Nous leur demandons de nous indiquer si nous serons payés ou non. La RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du ministère de la Santé pour recueillir les réactions à ce sujet. Merci Walter Kwizera. Au site de Mousséni, en province de Rutana, les réfugiés congolais qui ont fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo vivent dans des conditions très difficiles. Plusieurs cas de décès dus à la malnutrition ont déjà été signalés. Certaines organisations leur viennent en aide, mais ces réfugiés affirment manquer de tout et lancent un appel urgent à la solidarité.
Le point avec Elvis Nyomongere. Sur le site de Mousseini, la vie est loin d'être facile pour les réfugiés congolais. Il a fui les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Il tente de survivre dans des conditions très précaires. Ce réfugié explique que la malnutrition a déjà emporté plusieurs personnes. Ici à Mousseini, nous sommes dans la détresse, nous vivons très mal, nous n'avons rien à manger. Par exemple, il y a même des enfants qui sont morts à cause du manque de nourriture. Nous voulons retourner là où nous étions à Chibitoke. Comme si cela ne suffisait pas, une forte pluie s'est abattue sur le camp ce dimanche, aggravant encore la situation, indique ce réfugié. La pluie tombée dimanche n'a rien laissé derrière elle. Des maisons ont été emportées, d'autres sont endommagées et tout ce que nous utilisions dans les maisons a été pris. Il ne reste rien, nous sommes complètement dévastés. Le HCR, lors d'une visite récemment effectuée, a demandé davantage de soutien face à la situation humanitaire désastreuse. En page société, hausse exorbitante des prix de bétail sur les marchés se trouvant dans les provinces du nord du Burundi. Les habitants font savoir que ce n'est plus n'importe quel citoyen qui est en mesure d'acheter de la viande parce que son prix a par conséquent grimpé. David Claude Bananayo revient sur les détails de la hausse des prix de la viande dans ces provinces du nord du pays. Le prix du bétail, qu'il s'agisse des ruminants ou des volailles, augmente de jour en jour dans différents marchés du nord du pays. Une source dans la province d'Ngozi indique que les habitants sont très étonnés de voir qu'un coq se vend 100 000 francs burundais, tandis que dans certaines localités, une vache peut coûter plus de 7 millions de francs burundais. Une vache frisonne coûte 7 millions de francs burundais. Les prix des vaches locales varient entre 2 et 3 millions. J'ai même vu un mouton vendu à 300 000 francs burundais. Et il y a également des coqs qui coûtent plus de 100 000 francs. Certains habitants de ces provinces indiquent que cette flambée des prix a de nombreuses conséquences. L'une des plus notables est la hausse continue du prix de la viande. En l'espace de 4 mois seulement, une augmentation de 7 000 francs a été enregistrée sur le prix du kilogramme de viande, comme le témoigne un citoyen de la province de Kayanza. Avant Noël, un kilogramme de viande coûtait 25 000 francs burundais. Pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, le prix est monté à 30 000. Actuellement, le kilogramme s'achète entre 32 et 34 000 francs. Face à cette situation, les habitants des provinces du Nord affirment qu'un citoyen lambda n'est plus en mesure d'acheter de la viande. Nombreux sont ceux qui se tournent désormais vers la viande des souris domestiques, comme en témoigne cette source. Et non, un simple citoyen ne mange plus de viande, sauf s'il élève des souris ou des lapins. Dire qu'il peut acheter de la viande de vaches et de chèvres, il n'a pas les moyens. Merci à toi David Claude Mbananayo. Et pour clôturer ce journal, place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Pour ce mercredi 16 avril, la synergie des médias, à savoir la radio RPA Ijwi Wanyagihugu, la radio Inzamba Agateka Kawe et la télévision Renaissance évaluent l'état des lieux de l'espace civique au Burundi sous le pouvoir d'Aïchimiye. La présentation est assurée par Digne Karondo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, radio RPA Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'arrivée au pouvoir du président Evariste Ndayishimiye avait apporté de l'espoir quant au déverrouillage de l'espace civique au Burundi. Des signes montraient que Ndayishimiye allait se comporter en ami des défenseurs des droits humains. Mais, près de 5 ans de son pouvoir, comment se porte sa cohabitation avec les défenseurs des droits humains? Aurait-il apporté quelques évolutions, que ce soit par rapport à ses prédécesseurs? Quelle est la note que lui donnent les associations de défense des droits humains, aussi bien nationales qu'internationales? Telles sont les quelques questions auxquelles nous allons chercher à apporter des réponses dans le mini-magazine de ce mercredi 16 avril 2025 pour Synergie des médias, RPA et Ijwi Wanyagihugu.
Inzamba Agateka Kawe et la télévision Renaissance. La présentation est assurée par Digne Kalondo. Bienvenue. Dans sa dernière publication, l'Organisation internationale de défense des droits humains, Amnesty International, déplore des défenses de la répression contre les défenseurs des droits humains au Burundi. Ce constat intervient alors que le Burundi s'apprête à organiser des élections. Ce contexte fait donc craindre des entraves au bon déroulement du processus électoral et impossible de crédit sur les résultats. Le point avec Pierre Garungu de la télévision Renaissance. Des figures connues telles que l'avocat Tony Germain Hina, l'ancien député Fabien Machidanino ont été arrêtés dans des conditions dénoncées comme abusives. En février 2023, 5 défenseurs des droits humains ont été arrêtés et accusés de rébellion et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été libérés grâce à la pression des organisations tant nationales qu'internationales. À cette réalité s'ajoute un climat de peur généralisé, alimenté par des arrestations arbitraires, des intimidations et un usage abusif du système judiciaire à des fins politiques. Avec les élections législatives prévues en 2025, Amnesty International appelle le gouvernement burundais à changer de cap. L'organisation demande la fin immédiate des arrestations et poursuites arbitraires, ainsi que le respect des droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Amnesty International indique avoir adressé ses préoccupations au gouvernement du Burundi, mais celui-ci n'a pas donné suite. Le silence des autorités face à ces accusations vient renforcer l'inquiétude d'un retour à des pratiques autoritaires à rebours des engagements internationaux pris par le pays. Les défenseurs des droits humains n'ont jamais eu la tâche facile dans l'exercice de leur mission. Ils continuent d'être accusés à tort d'être des ennemis de l'État. C'est ce qu'affirme Eulalie Niviz, directrice exécutive de coalition CBDDH. Pour elle, les emprisonnements et les condamnations arbitraires qu'ils subissent encore aujourd'hui témoignent de cet acharnement. Eulalie Niviz s'est entretenue avec nos collègues de la radio Inzamba. Déjà en 2021, 12 défenseurs des droits humains ont vu en procès une sentence qui les condamne à perpétuité pour un procès qui n'a jamais siégé, où ils n'ont jamais été convoqués, ni leurs avocats, ni eux-mêmes. Ils ont été condamnés à perpétuité. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu l'opportunité de faire appel parce que leurs avocats n'ont pas été reçus. Ils n'ont pas eu le droit de consulter leur dossier. Déjà en 2021, tout le monde s'attendait à ce que le discours d'investiture que le président avait prononcé puisse avoir ses effets, notamment en ce qui concerne le dialogue et le respect des droits humains. Mais déjà en 2021, même s'il y a quelques journalistes qui ont été libérés, s'il y a quelques organisations qui ont eu le droit de continuer à fonctionner, surtout les médias qui avaient été fermés en 2015, les défenseurs des droits humains ont été confrontés à des cas de diabolisation, de harcèlement administratif, d'interruption de réunions, d'arrestations arbitraires et d'emprisonnement, mais aussi de condamnation pour des peines qui n'ont pas de fondement. Quand vous êtes condamné pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, alors qu'il n'y a pas de preuves, c'est que le régime en place n'a pas été du tout collaborateur avec les défenseurs des droits humains, n'a pas respecté ni leurs droits ni leurs libertés. Eulalie Niviz s'inquiète particulièrement de la persistance de ces violations à l'encontre des défenseurs des droits humains dans un contexte électoral. Les menaces que subissent les défenseurs des droits humains constituent en fait une préparation de la période électorale. C'est comme si le gouvernement du Burundi est en train de les conditionner et de les mettre dans une situation de crainte et d'effacer autour des institutions tout regard indiscret et tout témoignage pouvant dénoncer les violations de la loi électorale et même les violations des droits humains pendant la période électorale. Notre crainte est que maintenant que même les membres de la société civile indépendante qui participent à l'observation des élections, au monitoring des élections ne sont pas nombreux,
Et ceux qui pourront observer non seulement en tant que défenseurs des droits humains, mais en tant que citoyens ordinaires ou même les autres partis politiques, l'opposition, ne pourront pas s'exprimer, ne pourront pas constater les violations ou les fraudes qui sont constatées pendant les élections par peur de représailles. C'est ici que nous mettons un point final au mini-magazine de ce mercredi 16 avril 2025. Vous aurez compris que l'âge de l'or n'est pas encore arrivé au Burundi pour des défenseurs des droits humains. À la présentation, vous étiez avec Denis Karondo. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Ding Karondo. Et voilà, c'est ici que nous terminons le journal de ce mercredi 16 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci aussi à tous mes collègues.